Congo Essengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Essengo TV. Vous êtes trop amoureux du pays. Monsieur Gabi, tu auras cette réponse à la Saint-Glinglin. Si on peut passer à la question, poursuivre notre émission. Une autre question, Monsieur Gabi, je ne peux vous lâcher aujourd'hui sans la poser. Est-ce que la RDC peut-elle atteindre le 11 milliards de dollars? Si oui, dans quelles conditions? Sinon, pourquoi pas la RDC ne peut pas atteindre les 11 milliards? Quand on a annoncé que nous avons un budget de 11 milliards, d'aucuns ont spéculé en disant que c'est la poudre de perlimpinpin, qu'on ne pourra jamais atteindre cette... La RDC, c'est un grand pays avec d'énormes potentialités. Est-ce qu'on peut atteindre ces 11 milliards? On peut atteindre 11 milliards et largement dépasser ces 11 milliards. D'ailleurs, c'est dérisoire. Je peux reprendre le propos du président Tshisekedi. 11 milliards, oui. Beaucoup disent que c'est assez, mais moi je vois que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Tout à fait. Il fait même la comparaison avec l'Angola et le Congo-Brazzaville, des pays voisins moins peuplés que la RDC, oui, mais avec le double ou le triple du budget de la République démocratique du Congo. Tout à fait. Donc, mais nous, c'est vrai qu'on est dans les approximations, même ce budget-là, les 11 milliards, hein, les budgets comme les PIB, on peut les diviser par le nombre d'habitants. Mais les nombres on peut se plier à cet exercice. Ah oui, sur le 11 milliards. Je sais que vous adorez les chiffres. Oui, les chiffres. J'aime bien les chiffres. Sur le mais les 11 milliards, vous les divisez par combien de Congolais? Par 80 millions. Qui nous a recensés? Non, ce sont des estimations, des projections scientifiques. Non, mais le recensement général de la population est une opération scientifique. Tout à fait. Donc, comme le disait le philosophe Francis Bacon, tout ce que l'œil peut voir, ce n'est pas la même chose que les microscopes, parce que ça, c'est une vision empirique. Tout à fait. Le microscope vous donne les détails de tout ce qui est défectueux. Tout à fait. Donc, on ne peut pas dire que 11 milliards, on doit les diviser par autant. Parce que les gens se fient au travail qui a été fait par le révérend Père Léon de Saint-Moulin, qui tentait d'extrapoler les données, paix à son âme, à partir du dernier recensement général de la population. Bon, mais on a connu des guerres, on a connu des épidémies, oui. On a connu aussi une forte pression démographique. Peut-être qu'on est à plus de 80 millions, peut-être qu'on est à moins de 80 millions, à 60 millions. Donc sur ces points, moi quand j'entends même dans les discours officiels, les gens reprendre l'expression et citer les nombres d'habitants, je suis scandalisé. Parce que là, on est dans une démarche empirique. Aucune approximation ne peut vous donner l'exactitude de ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas prendre 11 milliards et les diviser par un nombre d'habitants que vous ne connaissez pas. Mais M. Gabi, ce sont des chiffres officiels. Mais en réalité, ça devrait se faire... Non, ces chiffres sont des chiffres officiels. Quand on n'a pas ce qu'on a, ces chiffres ne peuvent être officiels que lorsqu'on a fait le recensement général de la population. Les gens sont morts ici, hein, oui, à Kinshasa, avec l'ONIP. Rappelez-vous, en 2015, le recensement général de la population qui conditionnait le recensement électoral, hein, ce que nous appelons enrôlement des électeurs, dans le langage commun. Tout à fait. 5 ans après, est-ce que vous connaissez le travail de l'ONIP? C'est une institution qui fonctionne avec un comité de gestion. Non, c'est moi qui pose. Qui bouffe l'argent, et oui, qui bouffe l'argent de l'État. Oui. Le travail n'est pas là. Okay. Et d'ailleurs, c'est un dédoublement. Hein? Même quand je vais revenir à votre question, à quelles conditions on peut atteindre? Je commence. L'une des conditions. Oui. Hein, ok. Parce que les 11 milliards, il faut les diviser par le nombre d'habitants. Les PIB, il faut les diviser par le nombre d'habitants. Oui. Quand PIB, on peut avoir 11 milliards divisé par 80 millions, nous avons 138 dollars. Je n'aime pas que vous avanciez. Oui, je n'aime pas que vous avanciez ces chiffres de 80 millions parce qu'il n'y a pas un recensement scientifique. C'est un chiffre officiel. Ce n'est pas officiel. C'est officiel, monsieur Gabi. Même les officiels. Qu'est-ce qui est officiel? Quand le gouvernement a fait le recensement général de la population et qu'on vous a dit que nous sommes autant. Quand le gouvernement ne l'a pas fait et qu'on vous dit nous sommes à autant,
même ce gouvernement est dans les approximations. Et c'est irresponsable de la part des responsables de l'État d'avancer ce chiffre sans avoir fait réellement le travail. C'est irresponsable et irréfléchi. Moi, j'appellerais ces gens à ne plus se prononcer sur des questions démographiques parce que personne ne connaît exactement combien sommes-nous. Voilà. Oui. Même les problèmes des invasions que nous avons avec la plupart des pays voisins. Le Congo, c'est un pays où vous pouvez débarquer de n'importe quel coin du monde. Et vous vous y installez sans que personne ne sache d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites exactement. Tout à fait. Ça, voilà. Si un Ouest africain, ouais. Oui, si un Ouest africain vous dit qu'il est congolais, vous allez le contredire comment? Si un Haïtien vous dit qu'il est originaire, par exemple, du territoire des Katakokombe, vous avez quelle preuve pour dire qu'il n'est pas haïtien? Voilà, ça pose un problème. Et alors, bon, mais je vous concède, faisons des calculs sur base de vos approximations, mais ça, on tombe toujours dans les erreurs. Donc quand on est 11 milliards de dollars, vous les divisez par 80 millions d'habitants. Ça nous donne ça 38 dollars l'an pour un Congolais. Oui. Donc quand on prend 138 dollars divisé par les 12 mois de l'année, ça donne plus ou moins 11 dollars par mois pour un Congolais. Et quand on prend 11 dollars divisé par 30 jours du mois, donc on a 0,36 dollars. C'est-à-dire au taux de 1750, on a plus ou moins 640 francs congolais par jour pour un Congolais. Du président de la République jusqu'au huissier, tous nous vivons de manière artificielle, avec tous ces calculs faits. Quand on fait ces simulations-là, personne ne peut vivre avec ce montant. Moi, je suis père d'une famille, des 4 enfants. Mais alors, avec ça, vous trouvez normal que je puisse tenir pendant un mois? Personne. Donc aucun Congolais en réalité. Donc sur cette question. Mais l'argent dont il est question pour le budget, là aussi il faut recadrer les choses. Pour ne pas plonger notre public dans la confusion. Les budgets en question, c'est vrai qu'on peut faire ces simulations, mais même si le gouvernement avait un budget de 1000 milliards, le gouvernement ne prendrait jamais l'argent, les distribuer à tous ses citoyens. Non, on investit comment l'État agit. Oui, on investit sur des projets par le fonctionnement, des développement. C'est comme ça que tout le monde peut bénéficier de cet argent, mais personne n'aura l'argent en espèces, même les pays développés, même les ponts, même les édifices publics. Voilà. Et c'est à travers ces activités, c'est à travers les réalisations du gouvernement qu'il peut y avoir des effets boum. Moi, je peux être que chez moi à Gemina en train de produire du café. Je voudrais bien l'exporter vers l'étranger ou bien l'acheminer vers des centres de consommation. Mais s'il n'y a pas de route, mon café pourrit à Bassankoussou ou à Boudjala en ce moment-là. Donc je n'ai pas de revenus. Mais si l'État peut construire des routes et des ponts qui me permettent d'acheminer mon café vers où je suis cultivateur du coton à Mahagui, bon, je voudrais avoir une route qui amène ma production cotonnière vers les centres de consommation ou vers l'étranger, si vous voulez. En ce moment-là, j'ai des revenus. Mais si je produis du coton et qu'il n'y a pas de route, donc c'est à ce niveau que l'État peut contribuer. Chacun de nous peut être bénéficiaire à ce niveau. Mais attendre l'argent en espèces, tel que nous faisons des calculs, c'est aussi fausser les données. Tout à fait. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes toujours branchés sur votre chaîne Congo Essengo TV. Et on poursuit notre émission. Monsieur Gabi, le ministre de Finances et la Banque centrale viennent de publier un plan de trésorerie. Mais ce plan de trésorerie, dis-je, a provoqué beaucoup de remous. Qu'est-ce qu'on reproche, quelle critique fait-on à ce plan de trésorerie concocté par le ministère des Finances et la Banque centrale? Bon, je ne sais pas si le plan est concocté par le ministre des Finances, mais on est parfois rattrapé par ses propres turpitudes. Le ministre des Finances n'est pas un magicien. Tout à fait. C'est l'ordonnateur national, il voit ce que l'État gagne, et puis il voit avec son collègue du budget, et puis tous les autres. Bon, la chaîne de la dépense, comment on dépense. C'est pourquoi je suis d'accord avec l'instauration d'une chaîne de recettes. Parce qu'on a seulement la chaîne de la dépense, mais on n'a pas la chaîne de recettes. Je crois que c'est l'une des innovations que Tshisekedi veut instaurer dans la gouvernance du pays pendant son mandat. Écoute, chapeau à cela. Mais on a un problème. La RDC
tient absolument à reprendre sa coopération avec les institutions financières internationales qui ne font pas non plus des cadeaux parce qu'il y a des conditionnalités à remplir. Tout à fait. Et parmi les conditionnalités, on parle de l'augmentation des recettes. Et le point focal entre la RDC et Bretton Woods, c'est le ministre des Finances chez nous. C'est à lui que le président de la République ou le gouvernement a assigné la mission de poursuivre des négociations. Le président de la République adresse une lettre d'intention à ces institutions. Et puis après, bon, pour des questions pratiques, c'est le ministre de Finances. Mais là où je ne suis pas d'accord avec M. Yalagouli, c'est un peu... Voici cette métaphore, hein, Guilain. Ça me paraît banal. Oui. Ibenge, c'est le coach. Tout à fait. Et il va jouer contre l'équipe X. Il vous dit non, Vita Club ne peut marquer qu'un seul but. Donc, c'est limiter même la capacité de rendement de ce joueur. C'est ce que le ministre Yalagouli vous dit. Bon, je n'entre pas dans le jeu de ping-pong entre les politiciens de la même famille politique ou des familles différentes. Ils ont tellement excellé depuis que la coalition existe ou depuis que le gouvernement est sorti. Oui. Donc, ils sont toujours à couteau tiré, tel tir. Est-ce qu'on est dans cette guéguerre au sein de la même famille politique ou bien il y a des faits réels? Ah oui, l'attention était focalisée sur l'activité extractive concernant les revenus. Oui. Mais aujourd'hui, l'État est amputé d'importants revenus sans que personne ait haussé les tons. Pourquoi les entreprises minières ont fermé sans raison? Les mêmes, quand vous traversez la frontière de l'autre côté, on leur dit, si vous fermez, on fait appel aux autres qu'on vous chasse. Vous ne pouvez pas fermer selon votre propre volonté, partir et revenir quand vous voulez. Nous ne sommes pas dans une jungle. Yalagouli ne se pose jamais cette question, et il n'a jamais posé la question. L'ensemble du gouvernement, je parle de Sile Yalagouli, ce n'est pas lui en tant qu'individu, mais en tant que ministre des Finances. Tout à fait. Pourquoi il ne pose pas la question aux entreprises? Pour quelles raisons vous fermez? Personne ne s'interroge. Bien au contraire, j'ai vu même le ministre des Mines, Kitobo, qui félicitait les entreprises, qui fermaient, mais il oublie que lui, en tant que responsable du ministère des Mines, c'est à lui que revient la charge de poser la question à ces entreprises. Pourquoi on ferme sans raison? Non, manque d'acide. Dommage, j'ai les documents ici, je vais vous les montrer après. Manque d'acide. Mais c'est une raison non fondée. Or, les consortiums qui ferment, la firme qui a fermé, prive l'État d'importants revenus de 600 millions de dollars par an. Et quand vous regardez les 2 premiers mois que nous venons de passer, d'après le bulletin économique publié par Matata, le mois de janvier, 300 millions de dollars, à peu près 320 millions de dollars américains. Les recettes minières? Non. Toutes les recettes confondues. Donc les rendements de la RDC. Les recettes. 320 millions. Par quelle magie on peut atteindre 11 milliards de dollars? Parce que si vous calculez... Si on fait la projection... Oui, et ce n'est pas fini. Hein. Le mois de février n'a pas non plus été reluisant. C'est pratiquement la même chose. Et vous calculez, à ce rythme, jusqu'à la fin de l'année, 12 mois, ça vous donne pratiquement moins de 4 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'on a un quart du budget prévu. Mais pourquoi les gens ne peuvent pas aller au-delà? Pourquoi? Autre élément aussi, oui. Parce que vous posez la question, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut atteindre? J'ai entendu quelqu'un de la présidence, hein, je crois, et puis un autre membre du gouvernement, je crois Mayo, qui a parlé aussi du budget. Non, on veut organiser les assises sur la mobilisation des recettes. Vous ne pouvez pas reprendre les mêmes méthodes ayant lamentablement échoué avec les mêmes acteurs et vous attendre à des résultats différents. Si on va dans cette optique d'organiser des ateliers pour le coulage des recettes, rien ne va marcher. Mettons fin à l'impunité. Canalisons les recettes. Là, ce sont les recommandations. Ah oui, est-ce que... C'est assez... Oui, c'est parce que vous posez la question, à quelles conditions on peut atteindre ce budget. Ok, on va aller dans les recommandations. Mais j'aimerais quand même, j'ai une préoccupation. Vous savez, nous sommes un État souverain. Ah, il faut arrêter ces discours
folklorique. Hein. Non, ne parlez pas comme les politiciens, parlez comme nous dans la presse. Laissez-moi venir. Laissez-moi venir. Nous avons élaboré un budget. Tout le monde connaît la saga administrative qui émaille, qui accompagne la production d'un budget. Ça commence par le projet de budget à l'exécutif, ça remonte au Parlement, qui est l'autorité budgétaire, et une fois arrêté, conclu, le chef de l'État promulgue. Mais au nom de quel principe international que les institutions de Bretton Woods viennent un budget qui commence par le gouvernement, adopté par l'autorité budgétaire que le Parlement, promulgué par les chefs de l'État. Au nom de quel principe les institutions de Bretton Woods viennent réduire ce budget-là? Est-ce que ce n'est pas une entorse à notre souveraineté internationale ou souveraineté nationale? C'est le malade qui va vers l'hôpital pour chercher les médecins et non l'inverse. Oui. C'est parce que le Congo est malade. Tu sais qu'il fait la ronde du monde, pourquoi? Je suis à la recherche des investisseurs. Je suis à la recherche des financements pour développer des projets, appliquer mon projet de société, la politique. C'est parce qu'à l'intérieur, il n'en a pas. Mais on est un peu comme le disait Frantz Fanon, les Congolais est comme un mendiant assis au bord de la rivière sur un lingot d'or, mais en train de mourir de faim et de soif. C'est ça notre situation. Donc, les institutions de Bretton Woods, dès lors que vous allez les solliciter, c'est parce que vous êtes en difficulté et ils ne font pas de cadeaux. Ils vous exigent des conditionnalités, raison pour laquelle ils ont un droit de regard. Mais je reviens à notre fameuse autorité budgétaire, le Parlement de la République. J'ai 2 documents que je vais vous transférer, dans lesquels les entreprises de l'État ont dilapidé, j'ai dit des milliards de dollars. On a écrit au Parlement, mais on vote le budget. Qui sont pour? Qui sont contre? Les gens somnolent, les uns mangent les hamburgers, tout ça, et puis après on se réveille, on se dit, ah oui, le budget de 11 milliards de dollars. Mais quand on vous dit, voici l'argent que l'État pouvait ou peut récupérer, voilà ce qu'il faut faire. Le Parlement ne le fait pas. Après, vous voulez que l'argent de l'État descende du ciel. Autre fait également. Ça, le Parlement ne le fait pas. C'est une question. J'ai vu le député, je crois, Kazadi, qui a adressé une question au ministre de l'EPSP, M. Bakonga, qui engage. À peine il entre. Parce que pour engager dans la fonction publique, il y a des conditions. Il faut que l'État ait les besoins. Et là, j'appréciais souvent l'attitude de Matata qui interdisait des recrutements fantaisistes dans l'administration publique, même si lui-même n'a pas dérogé non plus à la règle. Donc il est tombé dans les pièges, peut-être qu'avec des pesanteurs politiques, il a fait, mais c'était une excellente idée. Pour engager dans la fonction publique, il faut que l'État manifeste un besoin. Il faut qu'il ait la disponibilité de l'enveloppe pour le traitement ou la rémunération de son personnel. Voilà. Il faut qu'il ait des vides. Et il faut voir le cadre organique. Comment pouvez-vous recruter au sein de la fonction publique dans une direction du ministère X où vous avez par exemple 30 personnes et sur les 30 personnes, vous avez peut-être moins de 15 personnes qui font le travail. Et sur une direction de 30 qui avait 30 personnes, parce que les matricules que l'ancien régime avait attribués aux fonctionnaires de l'État sur l'ensemble du pays faisaient déjà les quintuples de fonctionnaires de l'État sur l'ensemble du pays. Monsieur Gabi, voilà. Nous cheminons déjà vers la fin de notre émission. Non, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aller dans les recommandations? Comme c'est une émission à caractère, comme c'est une émission à caractère économique et pédagogique, est-ce qu'on peut formuler des recommandations en tant que scientifique pour aider tant soit peu notre je suis journaliste, je n'ai pas la qualité d'un scientifique, je ne veux pas qu'on me traite d'un imposteur, je ne suis qu'un journaliste. Tout à fait. Voici les recommandations. Parce que Tshisekedi veut la coopération avec les institutions de Bretton Woods. Et l'une des conditions, c'est l'austérité. On sait. L'austérité et l'orthodoxie financière, surtout dans la gouvernance financière. L'austérité, je veux dire par là, il faut annuler tous les arrêtés fantaisistes. Renvoyer tous ces fonctionnaires, les fictifs, les gens qui ont 2-3 matricules. Savez-vous que le serveur, Atanas Matenda est encore en vie. Il a fait un travail formidable à l'époque. Le recensement biométrique de tous les fonctionnaires de l'État. Voilà. Je peux recommander à M. Ilou Kamba et son gouvernement, le ministre de la fonction publique,
la ministre de la fonction publique, Mme Ebondo, Mayo, donc l'ensemble du gouvernement, de consulter Matenda. Il est encore là, il peut vous fournir d'importantes données pour vous faire avancer. Parce que si on doit payer les fonctionnaires de l'État, chacun avec 2-3 matricules, c'est une énorme perte pour l'État. C'est du gâchis. Parce que le rendement sera médiocre et l'État dépensera beaucoup d'argent inutilement. Ça, c'est la première recommandation que j'ai faite au gouvernement. Diminuer le nombre de fonctionnaires et mettre peut-être que ceux qui sont éligibles à la retraite pour les remplacer. On ne peut pas s'opposer au recrutement. On recrute ceux qui répondent aux conditions. Mais pas 2-3 arrêtés, les arrêtés que Michel Bongongo avait signés à l'époque, 2-3 arrêtés pour chaque province pour augmenter le nombre de fonctionnaires de l'État. De manière fantaisiste. Tout simplement parce qu'il y avait des quotas des partis politiques et on voulait faire, quand on était pendant l'année électorale, faire croire aux gens qu'on avait créé des emplois. C'est faux. L'État s'est tiré une balle dans la tête. Il faut annuler ces arrêtés. Et ça sera l'une des recommandations de la Banque mondiale. Arrêtez la fraude et la corruption. Je vous parle ici. Ça, c'est seulement... Le coulage des recettes. J'ai parlé... bon, le terme est consacré. Coulage des recettes. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Coulage des recettes. Je vous ai parlé du poste frontalier de Kassombelem. Mais arrivé même ici, en Gobila, même à l'aéroport d'Ndjili, pas plus tard qu'avant-hier, le gouvernement se plaignait des barrières illégales, des services non autorisés, qui constituent l'une des causes de la flambée des prix des premières nécessités. Voilà. Mais il faut arrêter. Parce que quand ils payent à toutes ces barrières, ils mettent ça dans leur prix de vente. Il faut arrêter. Et ça pèse sur moi, j'ai déjà fait le fleuve Congo. J'ai déjà fait le fleuve Congo de l'Équateur. De l'Équateur, de Mbandaka jusqu'à Kinshasa. Regardez la peine des armateurs. Mais regardez les recettes que l'État gagne à travers tout ça. Donc ce sont des individus qui gagnent. Arrêtez la corruption, qui est devenu un sport national. Et il faut pousser, si le président Tshisekedi, heureusement qu'il a ouvert une brèche, il dit je ne vais pas fouiner dans le passé. Mais s'il ne fouine pas dans le passé, il sera rattrapé. La preuve est là. Comme il n'a pas fouiné dans le passé, les travaux de 100 jours, des interpellations en cascade. Pourquoi? Parce qu'on parle des cas de... On attend encore là. Monsieur Gabi, des uns et des autres. Les recommandations pour éclairer le gouvernement. Ah oui, mais les recommandations... Qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser, mobiliser plus de recettes? Arrêtez l'impunité. Oui. L'homme agit généralement avec promptitude de deux façons. Il est bien traité et il a peur de la sanction. Donc la sanction peut être négative ou positive. Donc c'est ça. Il faut arrêter l'impunité. Les gens ne peuvent pas. Et il faut réduire sensiblement, j'ai parlé seulement des fonctions de l'État. Les trains de vie de l'appareil de l'État, les institutions. Il faut réduire, je vous ai cité l'exemple de l'ONU. Vous avez une direction du ministère de l'Intérieur qui s'occupe du recensement de la population. Et le ministère de l'Intérieur a des agents jusqu'au cimetière. Tout à fait. Aucune institution n'est mieux placée que le ministère de l'Intérieur pour faire le recensement général de la population. Parce que dans toutes les rues de la République, tous les villages, vous avez les agents du ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Donc, c'est ces services. S'il existait, s'il y a des insuffisances, on peut recruter, mais pas créer un service parallèle avec un comité de gestion. Une institution, bon, là peut-être, c'est mon idée, il faudra revoir la Constitution, parce qu'il y a des institutions qui émanent de la Constitution. Vous prenez les conseils économiques et sociaux. Vous prenez les conseils économiques et sociaux. Vous prenez la Commission nationale des droits de l'homme. Vous prenez la Commission nationale des droits de l'homme. À quoi sert-elle? À quoi sert les conseils économiques et sociaux? Et voilà une autre institution que moi je qualifie d'informelle. Les conseils nationaux de suivi des accords. Parce que, bon, même si quelqu'un, un juriste est en train de m'expliquer que la Constitution ouvre toujours une brèche pour dire on peut créer les institutions selon les besoins. Bon, si les besoins étaient les processus électoraux. Aujourd'hui, ces besoins... Mais alors que la CENI était mieux placée. Je n'ai pas vu en tout cas le travail du CENSA pendant les processus électoraux. Je n'ai pas vu. Aujourd'hui, je ne vois pas. Je ne vois pas. Pour quelles raisons? Et il y a même des services qui n'existaient plus. Savez-vous que l'argent de l'État, le bureau, à l'époque, quand Laurent Désiré Kabila arrivait, il y avait un service que Agathe Moulimbi dirigeait à l'époque. Fonds national du sol comme ça, fonds social. Pas les fonds sociaux de la République, mais il y avait un fonds comme ça. Il y a des services comme ça. L'État gaspille l'argent inutilement pour des services qui n'existaient plus. Et les individus continuent à se servir de cet argent. Il faut arrêter cette hémorragie. Il faut compresser les institutions. Et autre effet également, le train de vie de l'État, parce que vous en parlez. Pour quelles raisons
Dites-moi, pourquoi un ministre ou un vice-premier ministre, pourquoi un gouverneur de la ville ne peut-il pas se promener dans sa propre entité avec son véhicule et 2 policiers? Savez-vous les carburants pour un cortège par jour quand le ministre voyage? Hein? Et aujourd'hui, il y a des difficultés. Je vois même dans des cabinets ministériels où les conseillers se partagent une rame de papier pendant une semaine. Il y a certainement des problèmes. Mais ça fait partie de la discipline et de l'austérité. Donc, ce sont des recommandations que j'ai faites. Il faut diminuer les trains de vie de l'État. Et l'État doit récupérer aussi ce qu'il a perdu. Tout à fait. Des maisons, par exemple, qu'on occupe. Il y a des maisons de l'État qui sont... Pourquoi l'État ne mettrait-il pas ces maisons en location? Hein? La SONAS, l'ONATRA, et la Caisse nationale de sécurité sociale, ils ont des immeubles, ils ont des bâtiments qui sont occupés par des individus, tout simplement parce qu'il a été tel, parce qu'il a été ultimement... Mais l'État peut faire aussi des bénéfices, peut tirer peut faire des revenus là-dessus. Donc, il faudra revoir tout cela. Les gens disent, bon, c'est vrai, le président Tshisekedi vient d'entrer, il n'a qu'une année. Non, lui-même l'a dit, je pose les jalons. Peut-être que pour le 2e mandat ou peut-être que pour quelqu'un qui va lui succéder. Mais le jalon, il faut poser les jalons de manière solide. Tout à fait. Qu'on sente déjà le changement de les départs. Tout à fait. Pour que les gens ne s'accommodent pas aux anciennes habitudes de croire que la chose publique appartient aux gestionnaires de l'État. Et nous, des simples citoyens, nous n'avons pas droit au chapitre. On n'a rien à dire. Donc l'argent de l'État, c'est l'argent de X ou Y. Non. Eh bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission Écho. Pour ceux qui nous ont suivis, chers internautes, chers téléspectateurs de la chaîne Congo Essengo, nous disons grand merci et à notre cher invité Gabi Kouba et à vous, chers internautes. C'est Gabi, si tu peux inviter les téléspectateurs, les internautes à s'abonner à notre chaîne Congo Essengo. Vous avez la parole. Oui, chers internautes, abonnez-vous à Congo Essengo, soyez informés. Il a eu une idée géniale de créer la rubrique qu'il appelle Nouvelle Écho, donc la nouvelle économique. Chaque semaine, il va inviter un scientifique, un opérateur économique, un fonctionnaire de l'État, un agent du fisc qui va vous parler de l'économie. Et on vous donne rendez-vous prochainement pour un autre sujet. Merci beaucoup, au revoir. Vous êtes trop amoureux du pays. Congo Essengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Essengo TV.